Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Est-ce que vraiment tout va redevenir comme avant après le confinement ou est-ce une nouvelle vie qui nous attend ? Télétravail, école à la maison, éloignement de ses proches, sortir parfois, mais avec des précautions pour le coup sans précédent. Pendant près de 8 semaines, comme un peu partout ailleurs dans le monde, le quotidien des Français a été totalement bouleversé, obligeant les uns et les autres à s'organiser autrement et faisant émerger de nouvelles façons de travailler, de consommer et même de voir les choses. Et si ces nouvelles façons de faire ne restaient pas confinées au confinement ? Aujourd'hui, on fait le point sur ces tendances qui pourraient perdurer à la sortie de la crise sanitaire avec une spécialiste. Elle est directrice générale de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Bonjour Gheda Elgo. Bonjour Cédric. Alors, tout ce qui a accompagné cette pandémie de Covid-19 en fait pour le coup vraiment un épisode hors norme. Depuis le début du confinement, vous publiez chaque semaine une note intitulée Covid-19 le jour d'après qui essaie de jauger l'état de l'opinion, du moral des Français et puis d'ébaucher peut-être des scénarios pour ce qui nous attend dans un après d'ailleurs dont on ne sait pas exactement quand il va commencer. D'abord, comment est-ce que vous avez rassemblé ces données ? Dites-nous 2 mots du dispositif de l'étude. Alors en fait, depuis le début du confinement, on a mis en place un dispositif qui articule ce que nous, on appelle une approche qualitative. Donc on a réuni une 50aine de Français, presque 60 Français, sur une plateforme en ligne à qui on pose des questions tous les jours sur leur vie pendant le confinement, sur la façon dont ils voient les choses, sur leur représentation, sur leur comportement, sur leurs opinions, etc. Et puis, on a articulé ça pour le mesurer, pour le hiérarchiser, pour le quantifier avec des études qualitatives qu'on mène tous les 15 jours. On fait des points quantitatifs tous les 15 jours. Et donc, de tout cela, en fait, on fait une analyse, on observe ce qui se passe et puis on analyse ce qui se passe pour essayer de comprendre justement ce que vous disiez et départir un petit peu aussi ce qui s'est passé, ce qui va rester de ce qui s'est passé ou pas. Alors, on est encore évidemment en situation d'urgence sanitaire aujourd'hui. Le déconfinement, en fait, c'est probablement d'abord apprendre à vivre avec le virus plutôt que simplement confiner. Et on le sent bien dans les réponses à l'étude, vous êtes encore face à des gens qui sont encore dans la crainte, en fait. Alors, la crainte face à la maladie, évidemment, mais face aussi à la crise économique qui s'annonce. Oui, c'est ça, il y a cette double dimension. Alors, c'est vrai qu'au début du confinement, on a d'abord vu une sorte de stupeur pendant une bonne dizaine de jours. Les gens étaient un peu interloqués, arrêtés, stupéfaits, craintifs. Et en fait, il faut bien vous dire, on avait réalisé fin 2019 une étude sur les utopies qui comportait aussi un volet sur les dystopies. Une question où on demandait quels sont les scénarios catastrophes les plus probables. Le scénario d'une pandémie arrivait presque en bas de tableau. Donc il faut imaginer en fait la stupeur des Français bien après, par exemple, des conséquences climatiques, des catastrophes climatiques, des catastrophes économiques et financières, des catastrophes terroristes ou des choses comme ça. Donc il faut bien imaginer comment tout à coup, percuté par ce qui est devenu une réalité, même dans leur chair pour les Français, ou pour certains des Français et pour leurs proches, ça a complètement reconfiguré leur position, leur représentation par rapport au monde et comment d'abord ils ont été saisis par ça. En fait, ce temps de pause, même active, il a été pour tout le monde une sorte de temps de réflexion. Non, pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas eu le loisir de cette réflexion, de ce pas de côté. Il y a ceux, quand même nombreux, qui ont continué de travailler. Il y a Bien sûr. ceux qui ont télétravaillé et donc dans des conditions qui n'étaient pas forcément prévues pour ça, sur des rythmes Qui n'était pas étaient prévu et puis assez. qui n'était pas forcément choisi non plus. Exactement. Mais c'est vrai qu'on observe quand même, ça a été propice à une certaine introspection, à un certain bilan, à certaines réflexions. Sur le reste, on voit bien dans l'étude, qu'on mettra d'ailleurs dans les notes de l'émission, on voit bien un appétit de changement. Par exemple, du côté de l'alimentation, alors tous ceux qui sont restés confinés et qui se sont retrouvés du coup à faire 2 repas par jour en famille autour de la même table, l'ont apparemment pas tous vécu comme une corvée. Ça leur a donné des idées pour la suite sur la qualité de leur alimentation et peut-être d'ailleurs leur qualité des relations autour de la table. Alors, c'est vrai que les dispositions au changement qu'a généré cette période tellement particulière, elles sont multiples. Mais c'est vrai que ce temps quand même arrêté, ce temps social, économique arrêté, a eu une influence sur les comportements. Donc vous le disiez, l'alimentaire, on a vu, entre avant la crise sanitaire et pendant le confinement, les Français mettent vraiment la main à la pâte au sens propre. L'activité, Oui, faire la les cuisine. ventes de farine en ont témoigné
témoigner, oui. Les ventes de farine, mais si vous regardez un peu aussi, par exemple, les recherches sur internet, ont explosé sur les recettes. On l'a bien vu pour le pain qui est devenu qui cristallisait un peu tout ça, mais c'est beaucoup plus global que ça. Il fallait effectivement faire 2 repas par jour, il fallait trouver les idées pour faire 2 repas par jour, mais les repas, les temps des repas, se sont resynchronisés pour ceux qui, vivaient le confinement en famille, ont été des temps qui se sont même allongés pour les échanges que ça permettait, pour la qualité des échanges que les gens ont retrouvés, en fait. Et puis, il y a eu le temps de préparation aussi des repas. Et globalement, on a vu les Français, et ça, c'était déjà une tendance. Ce qu'on essaie de faire, c'est de voir justement comment ce qui s'est passé s'articule à des tendances déjà profondes qui étaient là. Et il y avait déjà cette tendance au faire soi-même ou au faire, qui apporte beaucoup, en fait, à l'individu, qui lui donne à la fois du contrôle, de la maîtrise, mais la possibilité de s'exprimer, et bien, qui s'est exprimé à plein. Alors, d'abord et avant tout dans l'alimentation, mais aussi dans le bricolage, dans le jardinage pour ceux qui ont pu s'y adonner, dans le sport également. Mais en fait, voilà, tout ça, ça s'est passé. Il y a pas mal de gens qui ont vu aussi, même si c'était douloureusement vécu et vécu dans la crainte, sur le plan personnel, une forme de micro-épanouissement. C'est une bonne nouvelle. J'ai vu beaucoup de demandes autour de la qualité de l'alimentation, de la source de l'alimentation, d'une alimentation plus raisonnée. C'est des choses qui existaient déjà en termes de tendance. On a vu le succès récent du bio, par exemple. Et là, c'est devenu, j'ai l'impression, plus structurel dans l'esprit des gens. Alors, c'était déjà très fort et structurel. On avait publié juste avant la crise un observatoire de la qualité et de l'éthique dans l'alimentaire et on voyait en fait tous ces comportements et toutes ces attitudes progresser vers davantage d'attention et une qualité comprise pour beaucoup comme justement associée au plaisir mais aussi à la santé. Et donc, on a vu ces comportements et ces attitudes plutôt progresser pendant le confinement. Je pense qu'il y a des raisons sanitaires à ça, mais ce qu'on a vu aussi beaucoup progresser, c'est tout ce qui était de l'ordre de la responsabilité et renvoyer en cela aux acteurs de l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vu et on le sait, par exemple, des applications pour vérifier, pour checker en fait la qualité des aliments, le Nutri-Score, Yuka, ces choses-là, en fait, les Français s'en sont en très peu de temps emparés. Et là, alors qu'ils vont progressivement ressortir, toujours avec une crainte parce que les choses ne sont loin d'être soldées, eh bien, ça peut s'articuler à ça, évidemment, parce que c'est une façon de prendre le contrôle sur quelque chose qui nous touche de très près, l'alimentaire, ce qu'on ingère. Et donc, évidemment, tout ça, ça va se mettre encore plus en place et ça va encore plus progresser. Reste quand même évidemment la chose que ces 8 semaines semblent avoir redéfinie presque, c'est-à-dire le rapport au travail. Alors on a vu à quel point le télétravail a pris un coup de fouet presque inespéré, même si ça s'est fait quand même dans des conditions d'urgence, on l'a dit. Est-ce que ça, par exemple, c'est fait pour durer? Alors le télétravail, enfin la place du numérique pendant le confinement, que ce soit pour le travail, mais aussi pour le commerce, hein, mais aussi pour le divertissement, a évidemment beaucoup progressé. Et des gens qui n'y avaient pas recours se sont mis massivement à y avoir recours. Des gens aussi qui déjà, en fait, en étaient habitués, ont diversifié leurs pratiques. Pour le télétravail, c'est plus d'un tiers en fait des actifs qui s'est mis à télétravailler. C'était avant la crise 7% des Français qui en avaient l'habitude. Donc on voit là évidemment que massivement en fait cette pratique s'est généralisée. Alors encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde et de tous les actifs. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que certaines structures rechignaient encore à basculer et ont entièrement dû le faire assez rapidement. C'est sûr que ces usages vont perdurer, ne serait-ce que parce que très concrètement, les gens se sont équipés, se sont organisés chez eux, ont acheté du matériel informatique, hein, on l'a vu au début, les ventes d'imprimantes, les ventes d'ordinateurs, d'un écran ont progressé. Donc ces objets vont rester et puis les usages vont rester. Alors c'est vrai que pratiquer aussi intensivement que pendant le confinement, c'est pas forcément ce que les gens souhaitent. Certains n'ont pas forcément très bien vécu, mais une majorité, 56% des Français, nous disent y avoir trouvé justement un bénéfice et vont vouloir le conserver. Alors, il y a le télétravail, il y a l'organisation du travail, et puis il y a ce que ça a permis aussi en termes d'autonomie de l'individu, une forme de réorganisation aussi autour du management, et les gens ont trouvé un petit peu plus d'autonomie dans leur travail. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vont pas vouloir redonner à l'issue du confinement. C'est vraiment la relation au travail plus profondément qui tout à coup est devenue un objet de réflexion, quitte à être remise en cause? Alors, il y a l'organisation et puis vous avez raison, il y a la relation et on a vu aussi des gens très bien dans notre communauté qui se réinterrogeaient, c'est-à-dire ceux qui pouvaient
justement avoir l'espace et l'espace mental pour le faire, se sont aussi réinterrogés sur leur vie professionnelle, sur leur travail. Et là, se sont reposés des questions de sens, en fait. Donc là, c'est assez intéressant parce que certains ont même exprimé le fait qu'ils n'avaient pas forcément envie de revenir. Donc on a vu déjà, et il y avait un petit mouvement avant cette crise sanitaire de gens et un gros mouvement de recherche de sens, mais un petit mouvement de conversion ou de reconversion. Et c'est sûr que pour certains, cette crise sera sans doute le déclencheur de changement de parcours. Est-ce que, selon vous, ça va pousser les entreprises de leur côté à une réflexion, elles aussi, plus profonde, une fois en tout cas passée cette situation d'urgence ? Bah, il y a d'abord une réflexion sur l'organisation, très, très clairement, qui va être posée. Et puis, plus globalement, comment est-ce qu'on conserve aussi une culture d'entreprise si le télétravail se généralise. Venir à l'entreprise, venir dans les locaux d'une entreprise devra avoir une signification. Ce sera sans doute autour justement de la rencontre. Quelle rencontre? Là aussi, il va falloir mettre du sens. Et puis, plus globalement, le rôle de l'entreprise, il est vraiment interrogé. C'est-à-dire tout a été passé au prisme de l'utilité pendant cette crise et toujours, c'est-à-dire qu'on a revu justement les hiérarchies, y compris les hiérarchies sociales. On a vu tous ces soignants ou ces personnels de la grande distribution qui n'étaient pas parmi justement les plus visibilisés et qui sont devenus les héros de cette période parce qu'ils avaient cette utilité sociale. Et bien de la même façon, tout a été repensé au prisme de l'utilité sociale. Et de fait, un certain nombre d'entreprises ont fait montre d'utilité sociale. Très concrètement, si vous voulez, la RSE ou la raison d'être dont on parlait et qui pour beaucoup était sur le papier avant la crise, s'est considérablement manifestée pour certains pendant cette crise. Et alors ils ont réinventé des modèles, il y a eu une forme d'agilité, même des concurrents qui se sont mis ensemble, on a réinventé pas mal de petites choses, des micro-innovations. Et toutes ces choses-là, en fait, il faut que ça continue évidemment après. Les consommateurs, les citoyens attendent et entendent que ça continue après cette crise, c'était déjà des attentes qui étaient là avant. L'entreprise, de toute façon, est interrogée de toutes parts, donc c'est par l'interne évidemment, mais c'est aussi par l'externe et ses consommateurs. Est-ce que toutes ces idées, toutes ces nouvelles envies, toute cette quête de sens, est-ce que tout ça n'est pas finalement plutôt aspirationnel et surtout dicté par la situation immédiate? Et est-ce que ce que j'appellerais ces bonnes résolutions sont vraiment faites pour durer? Est-ce qu'on ne va pas, de toute façon, par nature, revenir à une normalité plus familière une fois la crise terminée? Alors, ça dépend de quoi on parle et pour pas mal de choses, il y aura sans doute un peu, un petit effet comme, vous savez, quand vous rentrez de vacances, vous avez plein de résolutions ou bien quand c'est le 31 décembre, vous vous en donnez pour l'année à venir Mhm. et certaines choses seront de cet ordre-là. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'on a vu quand même les attitudes évoluer sur, encore une fois, une tectonique des plaques qui était déjà présente en fait, avant la crise. Et donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, il y avait déjà des mouvements structurels de fond sur lesquels se sont accrochés, en fait, cette crise, et ça va les amplifier. C'est sûr, ça va les cristalliser. Après, c'est vrai qu'on observe cette disposition générale au changement, dont il va falloir pour tous les acteurs faire quelque chose. Il risque d'y avoir des effets déceptifs, des effets de lassitude. On risque parfois, dans certains domaines, de ne rien transformer. Mais malgré tout, on parlait du digital, on parlait de l'impact dans le travail, dans le commerce, sur les entreprises, on parle de la santé et d'une certaine vulnérabilité démultipliée, on parle de fractures aussi qui se sont amplifiées. Tout ça, c'est bien des choses en fait quelque part, que la crise a précipité, au sens presque chimique du terme. En tout cas, ça nous propulse dans une période passionnante. Merci beaucoup, Guéna Elgo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne? Vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Obsoco, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Twitter, où l'on me retrouve au pseudonyme de La Guirlande. Et c'est promis, on mettra un lien vers le dernier rapport dans les notes de l'émission. Merci infiniment. Merci Cédric, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.